Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on termine avec une petite note immobilière. Et oui, vous êtes tout de même nombreuses et nombreux à aimer cet investissement immobilier. Et on accueille pour en parler Thierry Vignal. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être là, expert de ce monde immobilier. Et donc je résiste pas, on va s'intéresser aux petites surfaces parisiennes, hein, ça c'est votre dada. Mais d'abord, je résiste pas au plaisir de vous demander comment vous voyez ce marché IMO. Parce qu'il a beaucoup souffert, on en a beaucoup parlé, on l'a dit complètement grippé, etc. Puis il y en a plein qui commencent à nous dire ça va mieux. Vous le pensez aussi que ça va mieux ? Moi, j'ai vécu la grande époque 2021-2022 où les taux étaient à zéro et on vendait des centaines d'apparts tous les mois. Non, ça n'a rien à voir. Mais bon, moi, mon ancienne boîte, Mastéos, fait 1/10 de ce qu'elle faisait. Les concurrents font pareil, 1/10, un quart. Ouais, donc ça a morflé quand même. Non, on continue à traverser du désert. En fait, par rapport à il y a 3 mois, il y a peut-être un sursaut fébrile, mais c'est tout. Non, ça reste très asséché comme marché, surtout avec les dernières nouvelles. Alors, vous avez, je le disais, un prisme particulier, c'est celui des petites surfaces à Paris. D'abord, état des lieux de ce marché, justement, de ces petites surfaces à Paris. C'est un marché qui répond à ses propres règles. Et puis, il y a petite surface et petite surface. Alors, qu'est-ce qu'on appelle petite surface ou petite surface ? Alors, il y a une définition légale qui date de la taxe apparue de ce que c'est qu'un micro-logement. Un micro-logement, légalement, c'est ce qui fait moins de 14 mètres carrés. Et c'est le marché auquel je m'intéresse en ce moment, ce qui fait moins de 14. Donc, vraiment le tout petit. Le marché du moins de 20 mètres carrés, c'est encore un autre marché qui est plus proche du marché IMO dans son ensemble. Mais plus on va sur les petites tailles, plus on s'ouvre à un marché qui a ses propres règles et qui est complètement à part. 14 mètres carrés, ça fait quand même pas grand. C'est pas grand du tout. Pourtant, c'est quasiment 10% du marché parisien qui a une architecture qui se prête, qui est assez unique. Ce sont les chambres de bonne, Alors, en plus, dans ce marché du moins de 14, on a la moitié qui sont des chambres de bonne. Donc, on a le cliché dernier étage sans ascenseur, toilette, palier. Et il y en a un paquet à Paris. Il y en a un peu plus de 100 000. Il y en a 115 000 d'après l'INSEE. Donc, 85 000 ne sont pas habités. Ouais. Donc, ça fait 75-80% des chambres de bonne qui ne sont pas habitées. Et on a une autre partie du moins de 14 mètres carrés qui sont des studios normaux avec des WC qui sont au premier, deuxième étage. Ça, on connaît un peu moins parce que ça sort du cliché. Et c'est aussi un marché qui est sous-exploité, voire à l'abandon, dans un état assez insalubre parce qu'effectivement, on ne sait pas quoi en faire. C'est trop petit. Pourtant, on sait faire des cabines de bateau, des wagons-lits, on sait faire plein de choses, mais on n'y arrive pas dans le résidentiel. Il faut s'associer avec Beneteau. C'est ça. Et donc, mais pourtant, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qui influence du coup ce marché, s'il est quasi à l'abandon et autres ? Il y a des tendances, il y a des... En fait, ça s'observe mondialement. Dès qu'une ville devient pénurique, par exemple Tokyo ou New York, dès que on a tous vu les espèces de capsules, de cercueils, j'allais dire, dans lesquels on nous propose de dormir à Tokyo. C'est un phénomène qui arrive à chaque fois qu'une ville devient trop chère et manque de logement pour ses citoyens. Les gens commencent à s'intéresser aux surfaces. À ce qui reste finalement. Quand on ne peut pas construire ni en horizontal ni en vertical, qu'est-ce qu'on fait ? On divise, on apprend à travailler des surfaces plus petites et c'est dans ces capitales-là qu'émerge la culture du micro-logement qu'on a vu à Tokyo, qu'on voit avec les pods new-yorkais et qu'on commence à voir à Paris. Paris, la crise du logement est telle qu'on est forcé, c'est presque une obligation morale, de regarder tout ce pan de l'immobilier parisien qui est à l'abandon. On parle de millions de mètres carrés qui sont inexploités et pourtant habitables. Mais donc, ça veut dire que vous vous dites, je vais prendre une chambre de bonne telle qu'elle est, parce qu'il y a le mythe aussi, puisqu'on parlait de mythe tout à l'heure, j'achète 1, 2, 3, 4 ou plus chambres de bonne, et là, je refais un super appartement sous les toits, avec vue imprenable, etc. Non, là, c'est traité vraiment... La petite surface, pas être obligé d'aller convaincre les 8 ou 10 copropriétaires de vous vendre les 8 ou 10 chambres de bonne. Hein. On prend une micro-surface et l'idée, c'est qu'on la traite. Exactement. C'est vrai que les générations précédentes, c'est quand même un thème qui revient de manière assez cyclique. Mais les générations précédentes avaient cette grande obsession de réunir des chambres de bonne. Bon, encore une fois, il n'y a pas que les chambres de bonne. Il y a aussi, il faut qu'on apprenne à exploiter ces espaces à l'unité. Et en fait, pour avoir fréquenté des architectes spécialisés, je suis allé voir ceux qui font des cabines de yacht, ceux qui font des camping-cars de luxe, ceux qui font des wagons-lits. Et ces gens-là sont capables, avec ces surfaces-là, de créer des environnements très luxueux. On a des hôtels 4 étoiles à Paris qui ont des chambres de 12 mètres carrés, que je ne citerai pas ici, mais j'en connais au moins 3. On sait faire du luxe, voire de l'ultra-luxe, dans du 9, 10, 11, 12, 13, 14 mètres carrés. Et c'est ça que j'invite les investisseurs à regarder, parce qu'en plus, c'est assez décoté à l'achat.
Et du coup, ça va intéresser, selon vous, ou en tout cas, vous visez quel type d'investisseurs? Peut-être, par exemple, des débutants qui n'ont pas forcément un gros patrimoine et qui ont envie de mettre le doigt dans cette aventure immobilière. Alors, je pense que ça se prête pas mal parce que l'avantage, c'est que ce sont des budgets qui sont abordables, qui sont pas stressants, qui sont à la portée de pas mal de gens. En gros, toute personne avec un CDI est normalement capable de lever 100 000 euros pour acheter un micro-logement parce que c'est le prix d'entrée. Et je pense que notamment les jeunes actifs qui ont du mal à trouver, à acheter leur résidence principale, devraient exploiter leur capacité d'emprunt comme ça. Et il y a des jeunes qui, dès 23, 24, 25 ans, devraient commencer à se construire un patrimoine en achetant ces micro-logements qui peuvent louer à des gens de leur âge. On ne parle pas d'exploitation, hein, c'est juste en pénurie du logement. Louer un 14 mètres carrés à un étudiant, ça paraît assez logique, c'est rentable. Voilà. Et il faut le traiter au millimètre. Pour autant, alors on reviendra peut-être sur les travaux et la façon de les traiter, etc. Mais pour autant, on sait que les petites surfaces, dans le monde immobilier, souvent, elles ont moins bonne presse parce qu'on dit, finalement, proportionnellement, il y a souvent plus de charges, il y a le turnover quand même assez fort des locataires, etc. Est-ce que tout ça, vous avez le sentiment que ça ne peut pas un petit peu nuire à ce micro-logement, ou est-ce que vous pensez que au contraire, il est peut-être exempt de ce défaut qu'on trouve souvent au studio? Alors, il a mauvaise presse parce que la plupart des micro-logements à Paris sont insalubres. D'accord. Et donc, on a l'impression que dès qu'on touche ce secteur, dès qu'on en parle, on est immédiatement catalogué marchand de sommeil parce qu'on pense qu'ils resteront dans cet état. Moi, ce que je prône, c'est une réhabilitation pour les transformer en chambre d'hôtel 4 étoiles et leur redonner des lettres de noblesse. Après, en termes de charges, c'est plutôt le sujet inverse, puisque la taxe foncière qui est assez basse à Paris, elle est quand même corrélée à la surface des appartements. Donc, qui dit petite surface dit aussi petite taxe foncière. Idem pour les charges de copro qui sont corrélées au tantième. Donc, quand on a 12 mètres carrés, on paye moins de charges. Donc, non, le sujet, il n'est pas tant là. Il y en a un autre. C'est que la valeur du 10e mètre carré est beaucoup plus élevée que du 101e. Le 10e mètre carré vaut plus cher que le 101e. Et donc, le prix au mètre carré des micro-logements, c'est pas celui qu'on voit sur Meilleurs Agents. Il est en général 20% plus élevé. Et donc, les gens qui s'aventurent dans ce marché-là ont toujours l'impression d'acheter trop cher au mètre carré, mais il y a un coût incompressible, en fait, sur ces unités d'habitation. C'est un peu des atomes immobiliers. On peut pas faire en dessous de 9-10 mètres carrés. C'est une unité d'habitation qui a un coût incompressible. Et ce coût incompressible, où chaque mètre carré a beaucoup plus de valeur que sur des apparts normaux, fait qu'on paye plus cher au mètre carré, 20% en moyenne. Idem pour les travaux. Vous nous avez dit petite surface parisienne. On sait qu'à Paris, il y a quand même une réglementation qui encadre les loyers. Est-ce que ça ne peut pas nuire un petit peu au développement de ce type d'investissement ? Si, et c'est triste. Il y a même une réglementation qui encadre les surfaces. On le rappelle, il faut que ça fasse plus de 9 mètres carrés et également plus de 20 mètres cubes, les deux. Sinon, c'est pas louable. Et d'ailleurs, ça part d'une très bonne intention, ce genre de loi, d'éviter les marchands de sommeil et les lots insalubres. Néanmoins, chaque mètre carré libère des dizaines de milliers de logements. Donc, faisons attention, si jamais ça passe de 9 mètres carrés à 10 mètres carrés, on va encore priver les étudiants de dizaines de milliers de logements. Donc, plutôt que limiter les surfaces, essayons d'apprendre à mieux exploiter ces... Voilà, petite parenthèse terminée. Sur les loyers, on a un vrai sujet, qui est le même que pour les DPE, qui était extrêmement défavorable dans la formule de calcul aux petites surfaces. Mais c'est ça, parce qu'il y a l'encadrement des loyers et puis il y a tout ce qui est réglementation thermique, environnementale. Oui, alors il n'y a rien pour aider ces petits logements. L'encadrement des loyers, factuellement, aucun micro-logement parisien ne respecte l'encadrement. Vous allez sur Se Loger Le Bon Coin, vous n'aurez jamais un 9 mètres carrés plafonné de 9 x 3, donc ça devrait être à 270 € par mois. Vous ne trouverez pas un logement à 270 € à Paris. Donc déjà, c'est un fait, 0% respecte l'encadrement. Maintenant, c'est pas une raison pour bafouer la loi. Il y a des alternatives. On peut louer à des gens dont ça n'est pas la résidence principale, et c'est ce que je prône. Je pense que ce sont pas des logements qui sont faits pour y rester des années avec une famille de 4 enfants. C'est des enfants qui sont pour les gens en mobilité, qui restent 1 mois, 2 mois, 3 mois, des étudiants en stage, des gens qui déménagent, des gens qui divorcent, des gens qui cherchent une location long terme. Oui, c'est un point d'appui plus que... C'est un point d'appui, et donc il faut le louer en bail mobilité ou en bail civil, et ces deux baux ont le mérite de ne pas être plafonnés en dessous de 8 mois de location.
Dans la presse ces jours-ci, on lit pas mal de comparaisons entre les arrondissements, le prix au mètre carré, le ceci, le cela. Il y a des arrondissements plus fournisseurs, on va dire, de petites surfaces, des arrondissements qui, au contraire, ne pourvoient pas à ce marché que vous appelez de vos voeux. Oui, c'est lié à l'histoire architecturale de Paris. Les immeubles haussmanniens avec le plus de micro-logements sont dans l'ouest parisien. On a quasiment un tiers des micro-logements qui sont concentrés dans le 16e arrondissement, qui est typiquement l'arrondissement des chambres de bonne. Donc 16e, 17e. Tout ce qui est à l'ouest de Paris, on a l'essentiel des micro-logements. On en a très peu dans les arrondissements qui vont de 1 à 7. Et là où on a le plus de demandes et des prix absolument absurdes et stratosphériques, c'est dans le 6e et le 7e arrondissement. Et je pourrais rajouter le 5e aussi. Pensez-vous. Voilà. Quel conseil, tiens, pour finir, Thierry, vous donneriez à un investisseur qui aurait envie de se lancer dans l'achat d'une petite surface à Paris? Est-ce que vous qui humez ce marché, vous vous dites vous avez déjà identifié quelques erreurs à ne pas commettre? Alors, c'est un marché qui répond à un critère de plomberie. La plomberie va driver tout ce marché. Donc c'est-à-dire, faut pas qu'il y ait une colonne qui... Tout est lié aux toilettes. Oui, parce qu'en fait, c'est souvent des logements qui sont sans toilettes. Et en fait, on a 3 catégories dont les prix varient à chaque fois de 20%. Donc, vous prenez le même logement, même surface, à la même adresse. S'il n'a pas de toilette, il va coûter 80. Donc, toilette sur le palier. 80 000 en moyenne dans le 16e. Voilà. S'il a des toilettes sanibroyeurs, il va coûter, non pas 80, mais 100 000 pour la même surface. Maintenant, s'il a des vrais WC rattachés à une vraie évacuation, il va coûter 120 000. Donc, il ne faut pas se tromper sur les prix en se disant qu'on fait une bonne affaire. Où sont les... Tout est lié aux toilettes. Et le grand jeu va être de essayer de se rattacher avec l'accord de la copro ou de manière sauvage à une évacuation existante en rachetant ce qui sépare des toilettes paliers. Enfin, tout le jeu, c'est de trouver ce fameux tuyau d'évacuation qui est le Graal et qui peut faire monter le prix d'un micro-logement de 50% si on arrive à s'y rattacher. Donc premier truc, les toilettes. Ouais, c'est quasiment le seul truc. Après, il y a l'étage parce qu'on est soit au dernier, soit au premier. Mais la plupart sont au dernier étage sans ascenseur. Hein, c'est l'univers des chambres de bonne. Bon, moi, j'en ai monté en visitant des 7e sans ascenseur. On s'en rappelle. En l'ayant fait une fois, on s'en rappelle. Donc, je plains les gens qui y vivent. C'est dur. Avec le paquet d'eau. Les paquets d'eau. 7 étages sans ascenseur, c'est dur et c'est pourtant typique de ce marché. Donc, ça maintient en forme de notre côté. Ça maintient en forme, mais essayons de viser des micro-logements avec des vrais WC à des étages bas. On pense que ça n'existe pas et pourtant, ça existe. C'est un peu plus cher, évidemment. Mais c'est là où on fait les meilleures affaires et on a les meilleurs locataires. Bon, écoutez, on va suivre tout ça et puis vous viendrez nous en reparler. Avec plaisir. Thierry Vignal, donc, qui croit au micro-logement parisien, aux petites surfaces parisiennes. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. On se retrouve mercredi prochain. Merci de votre fidélité. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.